Bonjour à tous, je suis Samantha Bailly et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est omniprésent dans mes préoccupations et dans mes réflexions au quotidien. Je veux parler du fait d'avoir un métier créatif, un travail créateur, du fait de vivre de sa passion tout simplement. Quand on a une passion, une question se pose assez rapidement. Créer est-il un travail? Vous avez 2 heures. Étymologiquement en latin, le mot travail vient de tripalium qui signifie torturer, souffrir. Sympa, n'est-ce pas? Une vision du travail qui est celle d'un acte douloureux, difficile, qui est source de souffrance. Le travail créatif est donc admis communément comme étant une forme idéalisée de travail, un travail qui permettrait de conserver son humanité, d'échapper à l'aliénation. Le travail et la création, voilà un sujet qui va toucher à bien des représentations, à des clichés, à des fantasmes et à des stéréotypes. Ce qu'il y a d'intéressant quand on va s'intéresser à ces notions de travail et d'art, c'est qu'on se rend compte que ça va toucher à plein de domaines différents, que ce soit la sociologie, que ce soit l'économie, que ce soit l'anthropologie ou même parfois la littérature. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ces questions, j'ai fait pas mal de recherches parce que j'essayais d'avoir un recul sur ma propre pratique et de comprendre pourquoi le fait d'avoir un travail créateur, le fait de vivre sa passion, suscitait autant de réactions parfois assez puissantes et assez intenses. Par exemple, quand la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse ont lancé leur campagne pour sensibiliser à la condition extrêmement difficile et précaire des auteurs, j'ai parfois lu des commentaires, un petit peu particuliers, du genre vous n'avez pas à vous plaindre parce que déjà vous avez la chance de pouvoir gagner votre vie avec ce que vous aimez, donc même si vous êtes exploité, ce n'est pas grave, etc. On sent bien du coup que quand on touche au sujet de l'art, du travail et finalement de l'argent ou en tout cas de la façon de vivre sa vie et de la gagner, ça génère des tensions et ça soulève un certain nombre de représentations. En faisant mes petites recherches sur le sujet, parce que voilà, j'avais envie un peu de creuser la question, je suis tombée sur une mine d'or sur le site du Collège de France. Alors si vous ne connaissez pas le site du Collège de France, ok, c'est hyper intello, hyper pointu, mais vraiment c'est une source incroyable d'informations. Vous pouvez trouver gratuitement en ligne des cours passionnants par des experts. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et vraiment allez faire un petit tour pour votre culture générale, je pense que vous serez assez content. Je suis tombée sur le spécialiste de la question de l'art et du travail, le sociologue Pierre-Henri Minger. Je suis tombée dans ses livres, il en a écrit plusieurs, notamment ce pavé qui s'appelle Le travail créateur, s'accomplir dans l'incertain. Vous voyez, c'est vraiment un gros morceau. Pour le coup, c'est très pointu avec beaucoup de notions de sociologie, donc pas forcément accessible pour tout le monde. Il existe donc un autre de ses ouvrages un petit peu plus accessible qui s'appelle Portrait de l'artiste en travailleur, métamorphose du capitalisme. Vraiment intéressant, je l'ai annoté un petit peu partout. Comme l'explique ce sociologue, il existe 2 valeurs dans le fait de travailler dans le travail. La première, c'est la valeur instrumentale, c'est-à-dire que c'est l'énergie ou physique ou mentale que nous allons investir dans une tâche. La seconde, c'est la valeur expressive, c'est-à-dire que c'est le plaisir ou la reconnaissance que nous allons recevoir en contrepartie de notre travail. Dans les métiers créatifs, la valeur instrumentale existe, bien sûr, elle est très forte, mais on constate qu'il y a beaucoup plus de valeur expressive que dans d'autres métiers, puisque les métiers créatifs sont reconnus pour générer très souvent une forme de reconnaissance assez attentive du public. Donc première caractéristique du travail créateur, c'est qu'il a une forte valeur expressive comparée à d'autres métiers. Pierre-Henri Minger remarque un fait, dans notre société, plus la valeur expressive est élevée dans le travail, plus ce même travail est soumis au principe de l'imprévisibilité. Si on applique ça au métier d'écrivain, puisque c'est ce qui nous intéresse en particulier sur cette chaîne, évidemment c'est exactement la situation dans laquelle on est. Au moment où vous sortez un livre, vous ne pouvez jamais, mais alors jamais savoir si le livre en question va trouver ou non son public, s'il aura une résonance, s'il va avoir du succès. Vraiment, l'écriture, elle est soumise à cette imprévisibilité dans le travail, c'est-à-dire que vous avez beau avoir beaucoup travaillé, avoir écrit un très bon roman, au moment où il va paraître, il restera une forme de part de mystère sur le fait que votre livre va trouver ou non son public. En fait, c'est un peu cette espèce de principe de la loterie. C'est vrai que dans les métiers artistiques, on a la sensation que si ça marche, on aura été un heureux chanceux, on aura été une espèce d'élu en quelque sorte. Ce qu'il y a de vraiment intéressant dans cette notion de loterie qu'il développe, c'est qu'elle reflète exactement le sentiment qu'ont la plupart des créateurs,
c'est qu'ils ont beau créer, il y a un moment donné où il y a un facteur chance, en plus de leur talent, qui va rentrer en ligne de compte. Et ce facteur chance, comme il est complètement incertain et imprévisible, ça rend la profession non seulement très difficile, mais soumise à une espèce de prise de risque permanente. La question suivante, c'est comment on évalue un travail créateur ? Parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas évaluer le travail artistique de la même façon qu'on évaluerait le travail lambda d'un salarié. Déjà, qu'est-ce que le talent? On pourrait passer des heures à disserter là-dessus et on se rend bien compte que même les spécialistes, chacun dans leur domaine, ne sont pas d'accord. Par exemple, dans la littérature, qui est l'évaluateur du talent, on va dire? Eh bien, il y a plusieurs choses. Ça peut être l'éditeur, ça peut être les critiques littéraires, ça peut être les prix, ça peut être la célébrité, la notoriété. Donc on se rend bien compte qu'en fait, l'évaluation du travail, elle est souvent faite par la réputation de l'artiste. Quand je vous disais que le critère du temps ne fonctionnait pas pour une activité artistique, c'est que finalement on se rend bien compte que si on devait ramener le temps qu'on a passé à créer à par exemple un salaire, ça donnerait un truc complètement aberrant. Imaginons 2 secondes si on prend l'exemple d'un roman. En moyenne, alors attention, je fais vraiment une moyenne d'un avaloir, donc ne prenez pas ça, on va dire, au pied de la lettre comme étant la rémunération de tous les auteurs, parce qu'il y a vraiment des différences énormes entre les auteurs, donc voilà, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Imaginons c'est votre premier roman et vous allez toucher 3000 € d'avaloir dessus. Vous avez travaillé 1 an sur votre livre, alors vous n'avez peut-être pas travaillé tous les jours, mais on va dire que sur 365 jours de l'année, vous avez travaillé 300 jours à raison de 4 heures par jour sur ce livre. Ça ne paraît pas aberrant si on prend en compte le temps de l'écriture, le temps des corrections, le temps des relectures. Vraiment, écrire un livre, je le sais d'expérience, ça demande un temps énorme. Donc ces 300 jours multipliés par 4 heures, ça nous fait 1200 heures de travail. Si vous prenez les 3000 € que vous divisez par les 1200 heures, ça nous donne le charmant résultat de 2,5 € de l'heure. Donc vous voyez que là, en termes de travail, on est vraiment exploité là. Le problème et la caractéristique de l'activité artistique, c'est qu'en fait, on se rend bien compte qu'on est dans un système où finalement, on n'est pas rémunéré pour le temps de travail qu'on a fait, on est rémunéré actuellement par rapport à la valeur qu'on a, entre guillemets, sur le marché, par rapport à cette fameuse réputation dont je vous parlais. Autre critère du métier artistique, donc du fait de vivre de sa passion, c'est le plaisir. Le nombre de fois où j'ai entendu des phrases comme oui, bah, si tel auteur il est exploité et qu'il est mal payé, bah tant pis, puisque du coup il a du plaisir parce que créer c'est sa passion, c'est sa vocation. L'art est associé au plaisir. Un artiste c'est forcément quelqu'un de passionné, c'est forcément quelqu'un qui adore ce qu'il fait. Alors là, j'ai vraiment envie de nuancer. Je pense qu'en effet, une passion, ça veut dire qu'elle puise dans quelque chose de profond en soi, dans quelque chose d'intime, dans un élan vital qui est parfois un petit peu difficile à expliquer. Mais être passionné, ce n'est pas toujours avoir du plaisir dans son travail, ce n'est pas vrai. N'importe qui vous le dira, je veux dire, vous pouvez être passionné et adorer pratiquer une activité quelle qu'elle soit. Et bien comme tout, il y a des moments où vous en avez assez, où ça fait trop, où vous avez besoin un petit peu de rééquilibrer les choses. Il n'y a pas de passion idéale en fait. Je crois que c'est ça qu'il faut démystifier. C'est cette idée qu'on aurait une espèce de don, de talent et que du coup tout serait fluide, sans travail, une sorte d'évidence et en plus avec le plaisir. Eh bien non, je crois qu'il faut casser ce mythe et beaucoup d'artistes vous le diront, que ce soit des écrivains, des peintres, des musiciens, des dessinateurs, etc. Oui, vous pouvez être passionné, aimer ce que vous faites, mais un talent sans travail, ça n'existe pas. Ça demande de la régularité, ça demande de l'acharnement, ça demande parfois même un travail quotidien. Et oui, du coup, c'est un travail parce que ça demande énormément de temps et d'énergie. Et quand bien même, imaginons, vous auriez un plaisir fou, donc cette fameuse valeur expressive dont on parlait au début, ben ouais, mais et alors vous prenez quelqu'un qui a un métier, il est comptable, mais il adore les chiffres, il adore être un comptable. Vous n'allez pas lui dire t'adores être un comptable, donc on va pas te rémunérer, tu n'auras pas de salaire. Ça n'a pas de sens. On en arrive donc au sujet de l'argent, puisque évidemment, si vous vivez de votre passion, si vous voulez que votre art soit votre métier, ça implique d'en vivre, donc ça implique de recevoir de l'argent en échange de vos créations. Il y a cette idée que à partir du moment où on obtient cette valeur expressive dans le travail, c'est-à-dire de la reconnaissance ou du plaisir, on ne mériterait pas de gagner de l'argent. Alors là, vraiment, je ne pense pas que la reconnaissance soit une forme de rémunération, c'est-à-dire que je ne pense pas que le fait d'avoir je ne sais pas combien de followers ou des personnes qui viennent vous voir en dédicace vous fasse payer votre loyer ou manger le soir. Non, ça ne marche pas comme ça, on est des êtres humains, donc on a quand même besoin en tant qu'artiste de pouvoir
comme tout le monde, être de chair, à manger quoi. Là où on sent que ça coince toujours un peu entre l'art et l'argent, on va dire que c'est assez historique et assez politique et sociologique. En effet, le système capitaliste par essence est un système tourné vers l'argent, le profit qui du coup retire de l'humanité. Donc en effet, l'artiste, l'écrivain, l'auteur serait en fait engagé d'une forme de mission, de résistance par rapport aux dérives des systèmes pour justement essayer de conserver l'humanité. J'aime beaucoup un auteur qui a parlé de ce sujet, c'est Alain Damasio, que vous connaissez peut-être pour la plupart d'entre vous, La Horde du Contrevent par exemple, mais on pourrait en citer bien d'autres, qui est je pense un auteur très engagé politiquement, on va le dire, il est anticapitaliste, et pourtant ce qu'il y a de très intéressant dans son discours, c'est qu'il pense qu'en fait le temps de l'artiste qui est dans une position marginale, qui justement est dans le refus du système et en périphérie du système, n'existe plus. Pour Alain Damasio, l'artiste doit justement être dans le système à l'intérieur, même si ce système n'est pas toujours celui qui nous convient, et il se doit de parler de ces sujets. C'est pas parce qu'il participe, par exemple, si on prend un auteur en vendant ses livres, qu'il est un vendu. Cette vision de l'artiste, une espèce de vision romantique, comme quoi l'artiste devrait être pauvre, comme quoi il ne devrait pas se faire d'argent, comme quoi il devrait être en dehors du système, eh ben ça ne marche pas. Et d'ailleurs Alain Damasio dit lui-même, et c'est très intéressant, qu'en fait la marginalité, ça n'existe même plus de nos jours. Même si un artiste par bouche à oreille, dans son coin, va créer quelque chose d'hyper innovant, de très original et d'en marche des choses, et ben de toute façon, la marginalité va être récupérée à un moment donné, c'est inévitable en quelque sorte. Donc je ne pense pas qu'on fasse avancer les choses en tant qu'artiste en refusant nos besoins primaires et en refusant d'être bien rémunéré. Non, je veux dire, un artiste, s'il fait avancer les choses, c'est en offrant par ses livres, par ses créations, justement des outils de réflexion pour que les gens puissent être un petit peu mieux équipés dans le monde dans lequel ils vivent. Donc je suis vraiment pas friande, vous l'aurez compris, de cette vision très manichéenne qui veut opposer un artiste qui serait pauvre, qui serait soumis, qui serait subversif, qui serait dans une posture un petit peu sacrificielle, et puis de l'autre côté, l'artiste commercial, le vendu, le bourgeois, parce qu'il se sera professionnalisé. Quand vous êtes auteur, lorsque vous créez, vous signez un contrat avec un éditeur. Donc il y a deux choses qui rentrent en jeu. Vous avez votre création, vous avez vraiment ce que vous avez sorti de vous-même, voilà, le résultat de votre sincérité, de votre démarche artistique. Et puis d'un autre côté, vous avez l'objet livre. Et cet objet livre, à partir du moment où vous signez un contrat avec un éditeur, ça devient en tant que tel un objet économique. Donc vous rentrez dans ce fameux système entre guillemets capitaliste, que vous le vouliez ou non. Et actuellement, il ne faut pas se leurrer, l'édition, c'est un domaine ultra libéral, même en France. Enfin, je veux dire, les gens qui disent le contraire mentent. On est vraiment dans une économie dans laquelle un livre, de nos jours, il a une durée de vie de 3 semaines, un mois en librairie, pas plus. On est vraiment dans une espèce de rotation très importante, très forte, avec cette idée d'offre et la demande. Donc l'artiste, lui, c'est toujours assez compliqué pour lui de survivre dans ce domaine-là. À partir du moment où une œuvre ou une création devient un objet économique et du coup qu'elle rapporte de l'argent, pourquoi les intermédiaires qui viennent se greffer à l'artiste seraient légitimes pour eux être rémunérés et être des professionnels et non pas l'artiste qui est à l'origine de l'œuvre? Ça, c'est une grande problématique parce que dans la chaîne du livre, vous verrez, c'est incroyable. Le libraire est un professionnel, l'éditeur est un professionnel, l'imprimeur est un professionnel, le diffuseur est un professionnel et l'auteur, ben non. Le nombre de fois, même avec des acteurs de la chaîne du livre qui pourtant sont un petit peu sensibilisés, on m'a dit non mais écrivain, ce n'est pas un métier, être auteur, non, on n'est pas professionnel, il faut avoir un autre boulot à côté pour vivre. Bah non, non, pourquoi être auteur, bien sûr que c'est un métier. Oui, c'est un métier. C'est des compétences, c'est savoir écrire. Au-delà de l'écriture même du roman, c'est aller à la rencontre des autres, c'est aller à la rencontre des enfants, par exemple, pour les auteurs en littérature jeunesse. C'est aller à la rencontre de son public en dédicace. C'est parfois aussi créer un lien, donner des conseils, comme je le fais. Oui, être auteur, c'est un véritable métier. C'est un métier technique au niveau évidemment des mots, de l'art de les maîtriser, de l'art de raconter une histoire, mais c'est aussi un métier pour tout ce qui l'implique ensuite. Et ça, c'est très important d'en parler parce que vraiment, et je m'en rends compte de plus en plus à quel point en tant qu'auteur, parfois on est face à un mépris, y compris de professionnels, quand un éditeur vous dit
Ah, tu trouves que c'est pas assez bien payé ton livre, même si tu as vendu beaucoup de livres? Oui, mais bon, tu peux prendre un job à mi-temps. Est-ce que moi, je vais dire, par exemple, à mon éditeur qui est passionné par son métier, qu'il devrait prendre un job à mi-temps? Bah non. Alors certes, par rapport à tout ce que je vous ai dit, il est évident que le métier artistique, c'est un métier qui est particulier. Ce n'est pas un métier comme les autres, ce n'est pas un métier de salarié. Du coup, c'est ça qui est complexe, c'est qu'un métier artistique, un métier créatif, il ne rentre pas dans des petites cases toutes faites. Même si nous ne sommes pas des salariés, nous pratiquons, nous faisons un travail, nous déployons une énergie immense dans ce que nous faisons, nous apprenons beaucoup de choses, nous sommes experts dans notre domaine. Oui, nous sommes des professionnels quand nous sommes des artistes. Une autre caractéristique du métier artistique, c'est une hyper concurrence. Oui, il y a une concurrence très très forte lorsque l'on vit de sa passion. C'est qu'on se rend compte qu'en fait, la concurrence est vraiment exacerbée dans les milieux artistiques. C'est-à-dire qu'on est dans un monde de compétition très forte. Et on se rend compte que tout est fait pour nous mettre en compétition et nous rendre d'ailleurs assez individualistes. Vous avez le classement des ventes, le top des ventes, donc déjà ça crée des hiérarchies. Les prix également, les prix bien sûr, forme de reconnaissance absolue. La médiatisation aussi, ça peut créer un clivage entre certains artistes et donc donner des très grandes visibilités à certains et très peu à d'autres. Bref, toutes ces formes de reconnaissance qui donnent une forme de hiérarchisation et de classification dans, on va dire, la valeur d'une œuvre. Ça fait que les artistes en général, ce qui est paradoxal, c'est qu'ils sont très seuls, mais qu'ils sont aussi très individualistes parce qu'on les berce un petit peu dans cette ambiance de concurrence entre eux. C'est pour ça que je trouve qu'il y a des initiatives qui sont des initiatives au-delà du côté un peu politique que peuvent avoir certains syndicats ou certaines associations qui regroupent différents artistes. Je trouve que ce qu'il y a d'intéressant avec ça, c'est que ça permet aux créateurs qui sont souvent seuls et dans une espèce d'esprit de compétition de pouvoir se réunir et de se rendre compte qu'en fait ils ont beaucoup de choses en commun et beaucoup plus d'intérêt, je pense, à être soudés, à être unis ensemble. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le travail créateur, sur le fait de vivre de sa passion. Bien sûr, le fait de vivre de sa passion, ce n'est pas un long fleuve tranquille, c'est complexe, c'est instable, c'est plein de doutes parfois et en même temps plein de joies qui sont aussi décuplées du fait qu'on a pris un certain risque, mais aussi parfois de douleurs et de difficultés. C'est toujours difficile de savoir quand un artiste devient un véritable professionnel de son art. Chacun a ses petits critères. Certains diront par exemple que voilà, il faut pouvoir gagner sa vie avec son art pour pouvoir être un professionnel. D'autres qu'il faut une certaine reconnaissance de ses pairs. Je rentre pas là-dedans. Je tenais vraiment à vous parler de ce sujet parce que je trouve qu'actuellement la condition des auteurs est assez fragile et notamment qu'on considère trop peu l'auteur comme un professionnel. Je vous en avais déjà parlé, mais moi quand j'ai fait mon master en édition, en master 2, donc j'étais déjà auteur et ce qui m'a sidérée, c'est qu'on a parlé de tous les maillons de la chaîne du livre, sans parler de l'auteur qui en est quand même à l'origine. J'espère du coup que cette chaîne YouTube vous permet non seulement de voir l'envers du décor, mais aussi de réfléchir à ce que c'est que de vivre de sa passion, et dans mon cas d'être une auteure professionnelle, et parfois voilà, de se dire que oui, les artistes qui sont à l'origine de la création, c'est pas juste un hobby parfois, c'est vraiment quelque chose qui nous prend aux tripes, quelque chose qui nous habite, une énergie énorme qu'on déploie. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. J'ai décidé de faire ce défi sablier que je me suis lancé où je me crée des petites sessions d'écriture. Donc j'ai commencé de manière extrêmement simple, une session de 5 minutes avec un petit sablier de 5 minutes et je me suis rendu compte que pendant ce temps-là, je me suis dit tu ne fais que écrire, tu ne fais rien d'autre. Tu ne te poses pas la question du nombre de signes, de la quantité. Parce que finalement, j'ai peur parfois que